Nous voici de retour, vous êtes sur ETV EFM Radio, nous sommes aujourd'hui avec Victorin Lurel. On embraye par une question de France Antilles, André Jean. Je suis un petit peu étonné parce que hier soir, donc au moment de la proclamation des résultats, Manuel Valls avait 388 603 voix. Il était derrière Benoît Hamon, 454 041 voix. Là, tout d'un coup, ils ont pris chacun 100 000 voix, mais on a exactement les mêmes pourcentages, 36-35 et 31-11. Comment explique-t-on ceci ? Je viens d'entendre ça. La haute autorité a fait, je crois, un communiqué en disant qu'il y a un vrai bug. Qu'il y a un vrai bug, ça a bugué. Je peux vous dire, moi-même, j'ai appelé toute la journée durant pour communiquer des résultats à mi-parcours et à mi-journée. Je n'ai pas pu. Ça a marché avec le système Audiotel, où on parle et ils enregistrent. Oui. Ensuite, ils vous envoient un récapitulatif pour dire c'est bien ce que vous avez déclaré. C'est bien. Je pense que sincèrement, il y a un sérieux bug là. C'est la deuxième fois quand même que ça se présente. De toute façon, la chose est tombée. Hamon a gagné. Il y a 5 points d'écart. Voilà. Donc, en fait, le reste, d'après les graphiques qu'on vient de voir là à l'antenne, il y a 352 013 voix qui ont été rajoutées entre minuit et 6 heures du matin. Donc comment vous expliquez justement cet écart ? Et en fait, ça ne s'explique pas la centralisation. Vous devez, et c'est assez précis, c'est même plus précis qu'une élection officielle, vous avez des applications. Et chaque bureau a un numéro, vous devez communiquer directement à Paris le numéro. Et c'est Paris qui vous envoie le décompte. Moi, le décompte, je l'ai reçu de Paris. Les 3082 voix de Valls ici, les 4249, on l'a dressé. Mais Paris le reçoit avant vous. Par smartphone, vous envoyez avec votre numéro qu'on vous a donné, vous envoyez vos résultats tout de suite. Si tout dépouillé, signé le procès verbal, vous l'envoyez. Alors justement, ensuite, vous l'envoyez aussi à Pointe-à-Pitre. On a Andrea Tala, notre camarade, qui était le référent de la haute autorité, centralise tout ça. Après, on vérifie, et en comparant ce qui a été envoyé, ce qui a été collationné, s'il n'y a pas d'écart. Et là, il faut expliquer les écarts. Là, les 300 et quelques mille voix, 7600 et quelques bureaux de vote ne pouvaient pas être dépouillés hier soir. Donc ça va continuer. Bon, d'ajouter l'étonnant, c'est de mettre plus de 300 000 voix de plus et que les pourcentages ne bougent pas. C'est ça. Mais c'est ça, les pourcentages n'ont pas bougé. Si on voulait vraiment frauder, on aurait modifié les trucs. Là, on n'a pas modifié les pourcentages. Ça veut dire qu'on a imputé à chaque candidat le même nombre de choses. Bon, ça veut dire qu'il y a un vrai bug qui a été fait. Mais si on voulait frauder, on aurait augmenté un peu plus tel ou tel. Ça n'a pas été le cas. Donc, ça va être compliqué. En fait, on ne fraude pas. On redonne à chacun son pourcentage de voix. Mais on évite le ridicule en ayant 300. C'est pas crédible. J'ai entendu ça aussi en radio en venant ici. Oui, j'ai entendu ça et ça me. C'est pas crédible. Comment croire que dans une démocratie, on ne verrait pas qu'on a augmenté de 350 000 voix et qu'on n'a pas bougé les trucs. Simplement pour dire que la participation est bonne. C'est ça en fait. Oui, pour dire qu'on a plus de 1,5 million. Alors, est-ce que c'est pour gonfler les chiffres de participation ? On peut. Non, on verrait ça. Mais ça peut être idiot. On peut être idiot. Non, mais c'est une hypothèse. Non, je ne pense pas que la République soit idiote, pas à ce point-là. Ni la nation, ni les journalistes, ni les militants, ni les citoyens. On ne peut pas avoir fait ça en pensant que ça passera, que vous voyez, on a 1,6 million d'électeurs, 1,7 million d'électeurs, c'est parfaitement ridicule. D'autant plus que là, il y a là un vrai bug qui va être corrigé. Et si on a fait 1,5 million ou 1,3 million ou 1 million, on saura qu'il y a un vrai problème. Il ne faut pas mentir aux gens. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, c'est un bug informatique pour vous. Moi, j'ai entendu la haute autorité dire on reconnaît qu'il y a un bug. Qu'il y a un bug. Et Borgel, qui était responsable aussi de l'organisation, dit qu'il y a un vrai bug. Bon, et moi, je vous dis, dans la journée, on a dû, tous ensemble, avec les réseaux que nous avons, dire ça ne marche pas. Moi, je n'ai pas pu envoyer. Beaucoup d'autres présidents de bureau de vote n'ont pas pu envoyer à midi et à 17h. Il fallait envoyer pour faire un point sur la participation. Je vais vous dire, c'est un contrôle.
lorsque vous envoyez à midi, à 17h, et que vous clôturez à 19h, vous voyez comme vous avez doublé les jours, c'est que c'est pas clair. Hein? Bon, donc on n'a pas pu. Donc on l'a fait le soir, en passant par le système. Moi, je suis passé par le système Audiotel. On vous envoie un numéro, vous envoyez les décomptes, ensuite on vérifie avec ce que vous avez déclaré à la haute autorité décentralisée, donc à André Atala et son équipe. Bon, voilà. Non, alors, vous pouvez nous commenter un peu les chiffres de ce week-end? C'est pas mal. Contrairement à ce que j'entends, et à vos propres commentaires, enfin dans la presse guadeloupéenne et même en France, 4249, c'est 750 électeurs de moins qu'en 2011. Compte tenu du contexte, de la conjoncture, du fait que nous soyons au pouvoir, du Hollande bashing, de ce qui s'est passé, et puis, du petit mois à peine que nous avons eu pour préparer ça, c'est exceptionnel et c'est même miraculeux. Alors, comme moi j'entends des gens dire, vous êtes vraiment mal vu. Bon, ok, vous exercez le pouvoir. J'en sais quelque chose. J'ai perdu l'élection là où j'avais un bon bilan. Je vous dis, Hollande a un bon bilan. Aujourd'hui, les gens commencent à regretter en disant, tiens, mais il aurait dû y aller. Bon, Valls soutient courageusement et défend et assume courageusement le bilan. Mais vous croyez que c'est simple? Ce n'est pas simple. Il est plus simple et plus confortable d'être dans l'opposition. Où mon ami Hamon, que je connais bien, était ministre, comme moi, et même 2 fois. Payon l'a été, Montebourg l'a été, mais qui a commencé à affaiblir le président? Ce sont ses propres amis socialistes. C'est les frondeurs. Bah, je vous le dis. Bon, cela étant, on a la liberté de parole et de conscience au Parti socialiste. On sait ça, c'est pas moi qui en ferai le reproche. Cela étant, je vous dis, en Guadeloupe, c'est miraculeux. Alors, justement, sur les J'espère que samedi prochain, on fera mieux. J'espère qu'il n'y aura pas de démobilisation. J'incite les Guadeloupéens de sensibilité de gauche, et même au-delà, à venir voter. Vraiment. À venir voter. Là, il va y avoir 2 conceptions de la gauche qui vont s'affronter. Mais oui, une gauche de gouvernement réaliste. Je ne dis pas que la gauche ne doit pas être ferme dans l'utopie, qu'elle ne doit pas faire rêver. Faut-il encore que demain ça puisse être réalisé et financé? Pour le moment, nous demandons à voir. Évidemment, je vais vous donner tout de suite la contradiction. Demain matin, si c'est Hamon qui gagne, je serai le premier à dire c'est mon camarade. Je le défendrai, même si je suis sceptique sur un pan de son programme. Valls, je connais, il a ses défauts, il a ses forces, il a ses faiblesses. Bon, mais il a assumé dans un temps difficile le gouvernement, comme Jean-Marc Ayrault. Il l'a fait et il le défend. Bon, et il a le courage de dire à la gauche un certain nombre de vérités. Regardez ce qui s'est passé avec Podemos en Espagne, avec Tsipras. Tsipras aujourd'hui, ce n'est pas l'extrême gauche que l'on voyait au pouvoir, il fait de la social-démocratie. Regardez Die Linke en Allemagne, ça ne marche pas. Regardez Jeremy Corbyn en Angleterre, qui a gauchisé le Labour, le parti travailliste anglais. Il ne fait pas mieux que Blair. Évidemment, la politique internationale de Blair, sa guerre avec Bush et tout ça, c'est autre chose. Mais en termes social, traiter la question sociale et dans sa globalité, il ne fait pas mieux. Regardez Pepe Grillo en Italie, ça ne marche pas pour le moment. Donc quand on entend les vieilles recettes ne marchent pas, ce n'est pas non plus les recettes qui sont chatoyantes mais utopiques et donc infinançables qui vont faire marcher demain la France. André Jean? Des observateurs disent que si c'est Hamon qui emporte cette primaire, il sera peut-être obligé de se désister en faveur de quelqu'un d'autre. De Macron, peut-être. Voire de Mélenchon. Ça vous semble quelque chose de... Je comprends bien la question. Qui devrait se désister? Le candidat du Parti Socialiste, de la Belle Alliance Populaire? Si c'est Hamon, parce que Valls, ça m'étonnerait qu'il se désiste pour qui que ce soit. C'est un autre caractère. Mais si c'est Hamon non plus. Hamon non plus. Ah non. Ce serait saborder le Parti Socialiste. Non. Il y a une rumeur qui monte pour dire, si les sondages disent que M. Macron est mieux placé que le candidat sorti de la primaire, ce candidat de la Belle Alliance Populaire devrait céder la place aux favoris des sondages. Donc on oppose ce que, je crois que c'est Arnaud Montebourg qui a dit ça, les sondages au suffrage. C'est un peu curieux en démocratie représentative. C'est pour ça que je vous pose la question, ça, c'est assez étonnant. Non, il y aura, c'est vrai, un autre mouvement
Certains diront, nous ne croyons pas dans le positionnement politique de Hamon, parce que ça ne peut pas plaire à toute la France. Ouais, je prends des précautions, c'est quand même mon camarade. Et donc, nous passons plutôt avec Macron. Bon, il y a ce risque de voir des élus, de voir des électeurs, de voir le Parti socialiste lui. Non, je parle vrai. Enfin, il y a ce risque, il y a cette éventualité. Il y a cette éventualité. La politique est un exercice difficile. Bien sûr. C'est un exercice de volonté et c'est pas toujours facile. Là, nous sommes dans une situation difficile. Mais rien n'est perdu. L'élection n'est pas perdue, je peux vous dire. Ça dépendra de ce qui se passera dans. Et puis, l'élection présidentielle se joue les 15 derniers jours. Les 15 derniers jours. Quand Madlis est venu ici, il a souvent dit, on verra si Mélenchon et si Macron tiennent la route pendant ces 2-3 mois, lorsqu'on commencera à poser des vraies questions. Quel est votre programme, vraiment? Comment le financez-vous? À qui demanderez-vous de payer? On verra. On verra avec quelle alliance allez-vous gérer. Aurez-vous une majorité à l'Assemblée nationale, M. Macron? On verra. Mais vous-même, vous avez été l'inspirateur de la politique de M. Je voyais Macron à l'Élysée. Mais souvent, il est venu 2 fois à mon bureau me demander, Victorin, comment as-tu fait passer les injonctions structurelles pour les Outre-mer? Il l'a mis dans sa loi, eh bien, il l'a mal rédigé, le truc a été censuré par le Conseil constitutionnel. C'est des gens que l'on connaît. Bon, enfin, il ne peut pas dire qu'il est parti au dernier moment, le garçon. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas co-responsable. D'ailleurs, on lui fait un procès en loyauté. Bon, cela étant, il a cette magie d'attirer les foules. Alors, on vient voir un spectacle. Il est beau garçon. Il a travaillé un petit peu sa voix, donc ça va mieux. On vient peut-être voir quelqu'un de on nouveau. vient voir un spectacle, mais on ne sait pas. Oui. On vient voir quelqu'un de nouveau. Mais... Valls, ça fait 30 ans qu'on le voit. C'est tout le problème. Payon, ça fait plus de 30 ans. Arnaud Montebourg, ça fait 20 ans. Non, mais, Benoît Hamon, 15-20 ans. Voilà, le changement, c'est uniquement le visage qui change. C'est ça. Et puis la façon d'être aussi, peut-être un peu plus spontanée. C'est un type de droite qui a dit. C'est une vieille cuisine. Oui. C'est une cuisine dans une vieille casserole. Voilà. Mais oui. Le changement, ce n'est pas le changement des idées, des programmes, du prisme, de la philosophie. Non, c'est le changement de la personne. Donc, Macron, aujourd'hui, c'est une tête qui change, il est jeune, mais à chaque cycle, un jeune garçon, beau garçon, est plus beau à voir qu'un gars comme moi à la télévision. C'est une évidence. En revanche, en termes d'expérience, en termes de sensibilité, en termes de connaissances, en termes de réseau, c'est pas évident de croire que parce qu'on a une belle gueule, parce qu'on est jeune, bien sûr, on a plus d'ardeur, que ça suffira pour faire une révolution et pour changer le quotidien des gens. Très souvent, je peux vous dire, ça sombre dans la désespérance après. J'ai un exemple en Guadeloupe. On a voté sur un mensonge ici en Guadeloupe. Aujourd'hui, on voit le truc. Tous les jours, on fait des promesses. Il n'y a pas d'argent, mais tous les jours, on finance quelque chose. Tous les jours, parce qu'il y avait un style populiste, je fais peuple, je suis comme le peuple. L'élite, le peuple contre les élites. Eh bien, M. Macron, c'est l'élite. Il a fait les meilleures écoles de France. Que je sache, il a été banquier. Je ne lui ferai pas ce procès-là. Mais en fait, on ne va pas me dire que c'est ça qui renouvelle la pensée de gauche. On peut reprocher à Hamon des choses. Mais le fait de dire, bon, le travail devient rare, je fais un revenu universel, c'est innovant. Faut-il encore savoir si c'est finançable? C'est très cher. Alors, justement, 50 milliards. Oui, c'est ça. Que pensez-vous du revenu universel? C'est une vieille revendication philosophique qui date du 16e, 17e siècle, ça a commencé en Angleterre, et qui a été travaillée par les philosophes, qui a été travaillée par les économistes. Et l'une des solutions pour faire ça, ça a été l'impôt négatif. C'était la droite d'ailleurs qui avait inventé ça, Milton Friedman. Ça a été repris par Stoléru en France. Et ça a donné le RSA. De dire, vous êtes sur Terre, si Dieu a voulu que vous soyez sur Terre, vous devez avoir les moyens de vivre. On ne peut pas vous laisser crever de faim en disant « débrouillez-vous ». Vous êtes sur Terre, vous devez avoir un revenu d'existence pour exister. Mais pour autant, ce revenu ne doit pas vous empêcher d'aller travailler. Bon, cela étant dit,
On a travaillé ça du point de vue philosophique. Et puis on se dit comment le financer? Comment éviter ce qu'on appelle en termes techniques la désincitation au travail? Ne plus inciter les gens, ne plus pousser les gens à aller travailler. Vous donnez 850 € à quelqu'un, parce que moi je veux travailler, je peux aller faire du job au noir, et moi je suis patron, je vous reçois. Ah, vous avez déjà 850 €, vous venez travailler, mais je ne vais pas vous donner 1200 € de SMIC net. Donc vous je vais vous donner 400 €. Non, ce n'est pas finançable. Autant l'idée philosophique est intéressante. Le revenu décent de Manuel Valls, qui consiste à regrouper, est plus réaliste et plus finançable. Parce que c'est un homme qui a exercé des responsabilités. Il sait ce que c'est. Alors on entend 1 euro, c'est 1 euro. On entend beaucoup de robotisation, des nouvelles technologies qui vont remplacer l'humain. Et comment voyez-vous la Guadeloupe de demain? Il faut vraiment lire ça et s'intéresser à ça, à deux choses. La technologie qui avance, et ce n'est pas la technologie qui supprime les emplois. C'est pas le libre-échange, comme le dit Trump, qui supprime les emplois, le laisser-faire, laisser-passer, c'est la technologie. La technologie, à long terme bien entendu, mais là on va entrer dans des complications, la technologie est positive. Mais à court terme, ça supprime des emplois, c'est une évidence. Et il faut vraiment s'intéresser à ça parce qu'on voit déjà les robots qui arrivent dans les entreprises, qui arrivent dans les maisons. Il faut s'intéresser aux objets connectés, au big data, il faut s'intéresser à l'ubérisation, où il n'y a plus d'interface, vous louez votre maison, vous louez votre voiture, vous louez des chambres d'hôtel comme ça, dans un face-à-face, et parfois ça va même plus loin. Certains louent leur corps sans passer par des intermédiaires. Ce n'est bon ni dans un sens ni dans l'autre, mais pour dire que c'est une révolution technique et sociétale qui se fait. Alors, dire que le travail se raréfie, c'est possible à court terme, mais l'univers du travail, comme disait mon ami Philoche, eh bien, est un univers en expansion, pour parler comme la cosmologie. Ça s'étend, le travail change. Pour autant, faut-il se faire un deuil et dire que, eh bien, nous allons donner un revenu d'existence et les gens ne travailleront plus. Bon, ou alors, on donnera un complément. Moi, je serai patron, prend le pas, je vous le dis, vous venez avec votre revenu d'existence, je dis, bon d'accord, vous avez 600 €, eh ben, je vous donne 600 €, ça vous fera un SMIC à 1200 €. Voilà. Donc il faut réfléchir davantage à ça, même si c'est une révolution qui arrive, on ne peut pas rester indifférent à ça. Est-ce que dans les 5 ans qui viennent, 400 à 450 milliards, c'est finançable? Même si Benoît Hamon dit, il faut être honnête avec lui, il dit ce ne sera pas d'un seul coup, ça va coûter 45-47 milliards la première année. Bon, et il prend comme exemple en disant, mais vous avez donné en CICE 45 milliards. Bon. Évidemment, on peut toujours faire ce type de comparaison, mais comparaison n'est pas raison. Et donc, il faudra voir. Pour le moment, moi, je suis plutôt sceptique sur la mise en œuvre et en application de cette belle idée. André-Jean Vidal, question nationale et internationale. Et malgré cela, si c'est Hamon qui remporte la primaire, vous allez le soutenir? Je le lui dirai. Quel est le problème? De dire que je représente... Non, c'est pas uniquement ça qu'il y a dans son programme. Ah bah heureusement, mais malheureusement pour lui, ou heureusement pour lui, je sais pas, c'est ce qu'on met en avant, tout le temps. C'est ce qui a fait son charme, exactement. C'est ce qui a fait son charme. Absolument. Au moins, il a innové. Et puis, il faut dire, j'ai l'impression que ce premier tour des primaires a réglé les problèmes internes du Parti socialiste. Tout à fait. Les socialistes se sont déplacés, ils ont été votés, ils ont choisi un courant, c'est-à-dire plus à gauche que ce que pouvait représenter Manuel Valls. Tout à fait. Manuel Valls, c'est la gauche de gouvernement, c'est la gauche où il dit il faut de l'autorité de l'État, il faut de la discipline, il faut gérer les flux migratoires, bref. Je comprends qu'il vous plaise bien. Je comprends qu'il vous plaise bien, Valls. Il y a des choses aussi chez Valls qui ne m'ont pas plu. Les déclarations sur les Roms, ah oui, ça c'est évident. C'est particulier, ça. Non, j'ai pas aimé, il faut le dire. Sur la déchéance de nationalité, bon, c'est pas lui, c'est aussi Hollande qui a pensé rassembler toute la France. C'était pas bon. Bon, qui ne fait pas d'erreur? On va voir de ce qui est arrivé à Sarkozy. Moi, je connaissais bien Sarkozy aussi. Il m'a demandé 3 fois d'être son ministre. Et j'ai même rendu service à Marie-Luce Panchard en disant, vous nommez Marie-Luce Panchard ministre de plein exercice. Finalement, il n'a pas nommé Marie-Luce Panchard de plein exercice. Elle en a fait tout au plus une ministre déléguée.
Je me demandais d'être son ministre. Moi, ça, c'est ma vie. J'aimais et je respectais et je discutais bien avec Sarkozy. Pour autant, j'ai refusé obstinément d'être son ministre. Je lui ai même dit la dernière fois, vous ne m'aimez vraiment pas. Vous voulez que je sois votre ministre. Mon père était communiste, se retournera dans sa tombe. Je peux avoir de bons rapports, il dit que vous avez de l'ardeur, mais je n'aime pas du tout votre discours de Grenoble, ni votre discours de Dakar, ni cette façon de baisser les impôts sur les riches. Je n'ai pas aimé ça. Avec Sarkozy, je payais 1 700 € d'impôts, les messieurs. 1 700 €, je suis le député. Du jamais vu. J'ai été à la télévision dire ça. Je dis comment peut-on faire ça alors que je dois payer entre 8 000 et 10 000 € d'impôts. Je payais 1 700 € d'impôts. Alors si c'est ça, la bonne gouvernance, c'est non. Voilà. C'est pourquoi je reste socialiste. Eh bien, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci d'être venu ici dans les studios de FM RTL ETV. C'est encore le mois. Ah, nous pouvons passer quelques jours. Bonne année à tous. Un petit tour de la presse, André Jean, avec votre nouveau magazine du samedi, le MAG. C'est le MAG, effectivement. Et donc, nous avons eu une première semaine avec la série Guyane, qui a beaucoup de succès. Nous avons eu une deuxième semaine avec les Rimes Drasier, qui vous ont beaucoup plu, m'a-t-on dit. Oui, voilà. Ça. Et là, nous aurons une troisième semaine, c'est-à-dire à la fin de la route, on essaiera de répondre à la question pourquoi sommes-nous attirés par les accidents sur la route. Toute cette foule qui s'amasse autour des accidents au risque de gêner les secours. Alors pourquoi ? C'est Franck Garin, qui est sociologue, qui y répond. Et ce sont aussi les frères Gernidier, parce qu'ils sont les auteurs et acteurs d'une pièce qui est présenté à l'Archipel, qui s'appelle Circuler. Ça s'appelle le Macotège. Voilà, c'est le Macotège. Oui, c'est ça. Mais il y a autre chose. Et d'ailleurs, José, quand il a écrit sa pièce, a fait des recherches et il a trouvé dans le passé des Guadeloupéens beaucoup de choses qui expliquent cette attitude. C'est la solidarité aussi. Voilà, tout à fait. Et tout ça, c'est donc dans le MAG. C'est dans le MAG. Et c'est samedi, avec France Antilles. Avec le France Antilles. Voilà, cette émission est déjà finie. Alors nous recevons la semaine prochaine le prince du Cameroun, Jiosta Bafou II. Vous le connaissez, André Jean ? Vous m'en avez parlé et nous sommes tous les deux d'accord pour le recevoir parce que c'est un personnage original que les Guadeloupéens vont découvrir. Donc je rappelle que cette émission est disponible en replay sur nos applications mobiles, sur l'Apple Store et Google Play, également sur notre site internet. Retrouvez dans un instant le Flash Info de TV News avec Laura Latchamp. Et si vous nous suivez sur EFM Radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM.